vais articuler ça en présentant un peu ce qu'est un perturbateur endocrinien, où est-ce qu'on les trouve et pourquoi c'est important de faire attention avec. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, je vais appeler ça saga des perturbateurs endocriniens. Donc, en me présentant un petit peu plus, au-delà de la participation au comité scientifique, j'ai une formation de scientifique, la recherche scientifique en pharmacologie et en écologie humaine. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif, avec des grandes associations, des plus petites, sur des problématiques de santé et d'environnement. J'ai effectivement officié en tant que directeur scientifique du projet Noteo, donc qui était une évaluation globale des produits de consommation d'un point de vue social, environnemental et aussi sanitaire, en ne se penchant pas que sur les perturbateurs endocriniens, mais en ayant communiqué sur le sujet, notamment, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Et donc, comme l'a souligné Clara, pardon, j'ai participé à la sélection des entrepreneurs au sein de la clique, et ce qui a formalisé ma participation au conseil scientifique. Voilà, alors les perturbateurs endocriniens, quand est-ce que c'est finalement apparu en tant que terminologie dans la société? C'est en 91, lors d'une conférence présidée par Madame Theo Colborn, qui est décédée il y a 2 ans, qui a été la première à utiliser ce terme lors d'une conférence. Je rajouterais que finalement ça date de plus longtemps que ça, puisque les observations qui avaient été faites par Rachel Carson dans son livre Silent Spring, fin des années 60, avaient déjà notifié finalement un effet de perturbateur endocrinien sur des populations de rapaces, ce qui l'avait fortement inquiété déjà à l'époque. Et on voit que les années 70, les années 80 ont passé. Personne s'est penché sur ce phénomène, et c'est début 90 que Madame Colborn a introduit cela dans la société, puis c'est rentré dans la littérature scientifique avec une publication, pour ceux qui veulent retrouver la trace qui est indiquée ici. Puis fin des années 90, la Commission européenne commence à s'intéresser au sujet. Beaucoup de discussions, bien évidemment, rassembler la littérature scientifique pour essayer qu'elle s'éclaire sur le sujet, ce qui a abouti en 2007 à la publication d'une liste prioritaire. Donc on voit que ça fait déjà 10 ans que que le travail a commencé au niveau européen. Toujours rien, mais enfin si, on y reviendra un petit peu plus tard. 2002, les perturbateurs endocriniens sont définis par l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, au niveau international, ça prend une ampleur plus importante. Et la petite date qui est cachée, c'est 2017, donc la définition réglementaire de la Commission européenne, qui a été assez critiquée par les acteurs associatifs, puisque on ne sait pas finalement ce qui va être considéré comme un perturbateur endocrinien, malgré les évidences scientifiques de base, plus des exemptions pour certains types de produits comme les pesticides qui pourraient échapper à ce travail. Alors pour repartir au départ, donc qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait un perturbateur endocrinien? Donc la définition de l'Organisation mondiale de la santé, du commerce. Donc c'est une substance chimique d'origine naturelle ou synthétique, donc qui va pénétrer un organisme et donc étranger à cet organisme, qui va être susceptible d'interférer avec un certain nombre de fonctions hormonales en interagissant avec les cellules dites cibles via un système de récepteurs, évidemment. J'ai repris l'ensemble des organes qui vont participer à ces fonctions hormonales, donc avec un certain nombre d'avantages et de bénéfices en termes de régulation de la croissance, développement des caractères sexuels secondaires, régulation de la glycémie aussi, tout simplement, régulation du stress et développement embryonnaire, la reproduction et la fertilité. Voilà, cet ensemble-là, finalement, va faire qu'à partir du moment où on va perturber
ces systèmes, les problèmes vont pouvoir se déclarer. Donc j'en ai cité un certain nombre, c'est certainement loin d'être exhaustif. Donc des problèmes de reproduction, réduction de la fertilité, anomalie des voies de reproduction, quelque chose qui est assez surprenant, la modification du ratio homme-femme aussi au sein de populations, des problèmes de puberté, précocité notamment, des problèmes neurologiques et comportementaux qui sont extrêmement scrutés à l'heure actuelle, puisque il y a quelques équipes qui se sont focalisées sur cette thématique-là. Des fonctions immunitaires aussi qui peuvent être perturbées, c'est grandement problématique, et un certain nombre de cancers aussi qui peuvent être associés à tout cela. Alors les enjeux majeurs autour de cela, pourquoi est-ce qu'on a un besoin urgent pour une approche intégrative et sensible, pertinente par rapport à l'homme et à son environnement, bien évidemment. En premier lieu, c'est que les voies de contamination sont multiples. On reviendra bien évidemment tout à l'heure sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation courante, notamment. Les faibles doses qu'on s'applique bien sûr régulièrement avec l'usage d'un certain nombre de produits, donc qui vont exposer sur des longues durées. Le fameux enjeu autour des périodes critiques. Donc il y a des moments dans notre développement où on est plus susceptible de pouvoir réagir à une exposition à des perturbateurs endocriniens. Une pluralité des mécanismes, une multifactorialité. Bon, il y a beaucoup de maladies qui s'en rapprochent, mais là on est sur une complexité encore tout autre, puisque ça a remis en cause un certain nombre de fondements de la toxicologie historique, avec notamment les faibles doses, et des conséquences au long terme, bien évidemment, comme l'a référencé Madame Colborn dans son livre A Stolen Future. Tout cela, si on ne fait rien, il a été estimé par une université américaine que ça coûterait à peu près 150 milliards d'euros, 157 milliards d'euros par an. C'est bien des milliards, hein, il ne s'agit pas de millions, donc on voit qu'il y a vraiment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, un enjeu de santé publique extrêmement majeur et un enjeu économique aussi, bien évidemment, derrière, pour les acteurs de santé aussi. Un des enjeux majeurs, bien évidemment, c'est une exposition très précoce va pouvoir impacter l'organisme tout au long de sa vie, sans savoir vraiment quelle pathologie on va développer, mais du coup, vous voyez, entre la naissance et une fin de vie, il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent se déclarer très tôt, comme des troubles de l'apprentissage et du comportement. Des problématiques autour de l'immunité avec l'asthme et la sensibilité accrue aux infections, l'infertilité, les modifications du calendrier de la puberté, et, cancer, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une relative urgence à intervenir. Alors ces perturbateurs, où sont-ils? Finalement, ils sont un peu partout, comme on va pouvoir le voir un petit peu. Sont essentiellement des substances créées par l'homme aussi. Il y a des perturbateurs endocriniens naturels, mais tous ceux, la plupart auxquels on est exposé sont des substances synthétiques. Ils peuvent aussi se former donc, dans l'environnement et les organismes humains, la faune et la flore sauvage. Ce nombre est en croissance, donc on est exposé à bien plus de perturbateurs endocriniens que les seuls persistants dans l'environnement, donc ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Mais on n'arrive pas encore à vraiment saisir l'ensemble des mécanismes qui vont les contrôler. Selon du coup la littérature scientifique, il y aura environ à peu près 1000 substances qui seraient concernées par un effet de perturbation hormonale. C'est ce qui est recensé par le travail donc, de l'ancienne fondation de Theo Colborn, The Endocrine Exchange, qui est une très bonne source d'information. Donc on les retrouve dans beaucoup de produits de consommation, quel que soit finalement l'étape du cycle de vie, de la production jusqu'à la fin de vie.
en alimentaire, en détergence, en cosmétique, en hygiène, en matériaux aussi, comme les tickets de caisse. Donc on voit qu'on est un peu cerné de partout. Donc on va retrouver dans les aliments du BHA, donc qui est là un additif ajouté consciemment, les résidus d'emballage, les pesticides. Si on regarde dans les cosmétiques ou dans la détergence, les parabènes, les cyclopentasiloxanes, benzophénone, triclosan, pour ne citer que quelques-uns pour l'instant. Alors, cette exposition, finalement, un certain nombre d'organisations ont essayé de quantifier ça au niveau des produits de consommation. Les autorités s'en sont jamais vraiment inquiétées, donc c'est vraiment le travail associatif qui s'est enclenché de ce côté-là. Je recite le travail que nous avions fait en 2013, donc avec Noteo, où il apparaissait que 40% des produits d'hygiène et beauté avaient au moins un perturbateur endocrinien présent dans sa composition, parmi lesquels les plus importants, les parabènes. Famille intéressante, puisque on considère que ceux qui ont des chaînes les plus courtes auraient moins d'effets par rapport à ceux qui ont des chaînes les plus longues. Or, certaines études montrent qu'on est 1000 fois plus exposé aux parabènes à chaîne courte. Donc, est-ce que ça pose un problème ou pas? Mais c'est une famille qui est assez intéressante de ce côté-là. Donc, le cyclopentasiloxane, les benzophénones, l'éthylhexylméthoxycinamate et le triclosan étaient les perturbateurs endocriniens les plus présents dans les produits à cette époque-là. Ça pouvait aller jusqu'à 75% dans certaines catégories de produits, 40% étant une moyenne sur l'ensemble des produits d'hygiène et de beauté que nous avions screenés à ce moment-là. Au même moment, en Allemagne, les Amis de la Terre Allemagne avaient sorti une étude un peu équivalente où eux arrivaient à 33% des produits d'hygiène et de beauté qui étaient concernés par la présence d'au moins un perturbateur endocrinien. Donc on voit qu'un consommateur devant les étals de son supermarché aurait une chance sur 3 de prendre un produit avec des perturbateurs endocriniens, ce qui est quand même assez important. Plus récemment, l'UFC Que Choisir aussi, en 2017, donc, a épinglé à partir de 7 perturbateurs endocriniens suivis 1000 produits qui contenaient de telles substances aussi. Génération Future a bossé pas mal aussi sur l'analyse en résidus de perturbateurs endocriniens aussi des aliments. Voilà. Donc cette présence, bien évidemment, dans les produits de consommation, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on les retrouve dans nos organismes. Et un certain nombre à nouveau d'associations et de sociétés savantes se sont fendues d'analyses, donc qui sont assez inquiétantes du fait du nombre de résidus qui ont été retrouvés. Génération Future est sur un programme d'analyse depuis 2014, je crois, et donc ils ont fait une analyse sur des enfants, montré à peu près 22 résidus, je crois, en moyenne, et une analyse des cheveux de personnalité plus récemment, donc des personnalités assez engagées en plus dans l'écologie. Donc on se dit que leur choix de consommation fait qu'ils vont peut-être pas être exposés, mais en fait, bien si. Puisqu'en moyenne, c'était... où est-ce que j'avais... entre 34 et 64 perturbateurs endocriniens retrouvés chez ces personnes-là, effectivement. Donc voilà, c'est un fait, on est extrêmement exposé à ces substances. De même, 60 millions de consommateurs en 2016 avaient retrouvé une moyenne de 34 résidus. Le Nouvel Observateur aussi avait relevé sur les enfants, ensuite, en plus avec des lieux de résidence différents entre la ville et la campagne, et donc avait retrouvé une vingtaine de résidus.
Voilà, en cours d'étude, une société savante française, la cohorte ELF, qui est censée suivre toute une population sur un certain nombre d'années pour en savoir plus, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, malheureusement, pour cela. Quelle gestion? En général, au cas par cas. Donc là, j'ai pris l'exemple du bisphénol A, puisque c'est à l'heure actuelle la seule substance qui a été formellement interdite, au moins au niveau français. Donc ça a fait l'objet de beaucoup de campagnes associatives en amont pour arriver à ce résultat-là. Mais toujours est-il que voilà, c'est une gestion d'un substance par substance. On essaie de réglementer une substance, laissant les autres présentes dans les produits. Donc ça a effectivement abouti à une interdiction et un certain nombre d'industriels sont volontairement aussi engagés à réduire l'utilisation d'un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Donc on voit à droite Procter & Gamble qui a éliminé les phtalates et le triclosan de leurs produits. Mais quid des autres? On est toujours au même point, savoir bien ils n'ont pas entrepris d'autres mesures sur d'autres substances de ce type. Donc il est plus intéressant sur d'autres industriels qui choisissent vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc j'ai repris le bloc de Lucian qui a mis l'accent sur sa politique d'élimination de ces substances-là. Alors finalement, les PE, ce qu'il y a de mieux, c'est une clique sans PE. Et donc, d'aller au-delà des conflits entre une définition réglementaire et la vision scientifique des choses, qui vont forcément conditionner une future exposition à des substances classées comme telles dans le cadre réglementaire. Mais qui vont peut-être en laisser d'autres, donc c'est toujours intéressant de suivre les conseils avisés des comités scientifiques. Donc on va essayer de rester le plus à la pointe possible pour ne rien laisser échapper. L'information du consommateur est bien évidemment importante, avec que j'ai entrepris dans le cadre de Noteo, donc avec des systèmes d'outils de visualisation et de décryptage de l'information. Mais aussi, on s'est aussi aperçu qu'il y avait parfois peut-être trop de labels, donc qui engendraient de la confusion chez les consommateurs. Donc mieux vaut avoir la certitude qu'une marque est vraiment engagée dans ce sens-là, et je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Chez les fabricants, ce qui est intéressant, c'est que certains adoptent vraiment une position de précaution et aussi de substitution, bien évidemment, puisque en général, ça exige quand même un effort de leur part pour aboutir à des compositions qui sont propres et qu'on peut qualifier de sans PE. Et je pense que c'est effectivement la raison d'être de la clique en tant que telle. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet complètement nouveau.